Je croyais qu'on avait enfin trouvé notre maison de rêve, mais dans les faits, c'était un portail vers l'au-delà. Quand j'avais 12 ans, ma famille a emménagé dans une nouvelle maison. Y avait-il un être surnaturel qui tentait d'intimider et d'effrayer ces deux enfants? J'étais convaincu du danger. Des meubles étaient projetés dans les airs, c'était violent. L'esprit était donc très puissant. Il faisait preuve d'agressivité et il cherchait à faire du mal. Quand j'étudie un cas, j'évalue la crédibilité des témoins. J'étais couché dans mon lit et je me sentais épié. Je ne sais pas ce que l'entité a dit, ce n'était pas clair, mais ça m'a effrayé. Je savais que c'était grave. Les gens se sentaient menacés. J'allais protéger ma fille. Personne n'a le droit de me séparer de ma fille. Qu'est-ce qu'on me voulait? Dans l'après-vie, ils cherchaient probablement à se venger de leur affront. Je cherchais une maison à la campagne sur un grand terrain. Quand j'ai visité cette maison, ça a été un vrai coup de cœur. Aaron Goodpipe, première prise, prêt. En tant qu'enquêteuse, quand je me penche sur un cas comme celui de Laurie Kinraid, il faut faire quelques vérifications au préalable. On doit pouvoir éliminer la possibilité que les événements ne soient pas paranormaux. Ensuite, quand il se produit des phénomènes qui semblent en effet paranormaux, il faut tenter de préciser le mobile du revenant et son identité. On était mariés depuis 7 ans quand on a eu un coup de cœur pour cette maison et elle était bon marché. Je trouvais que c'était l'endroit parfait pour un nouveau départ, un lieu sûr où il vit Brian en toute quiétude. Je croyais avoir trouvé notre maison de rêve. Mais dans les faits, c'était un portail. Vers l'au-delà. J'ai rencontré mon mari quand je me suis installée en ville pour l'université. On vivait dans la même maison de chambre. On s'est entendu à merveille dès le départ. On est vite devenus inséparables. On a formé un couple assez rapidement. Il faisait bon vivre avec mon mari. On riait beaucoup, on s'amusait bien ensemble. Cela dit, quand ça n'allait pas, c'était terrible. En un instant, il devenait furieux. Je disais souvent qu'il fallait regarder dans ses yeux pour voir à qui on avait affaire. Mon espoir, c'était qu'en emménageant dans cette maison, Freddy changerait. Je comptais sur ça. J'espérais de meilleurs jours, mais le plus souvent, c'était l'horreur. Ça a commencé immédiatement, dès le jour du déménagement. J'avais 2 ans et demi quand on s'est installé dans cette maison. Même toute petite, je voyais que mes parents avaient une relation conflictuelle. À son pire, mon père était terrifiant. Je me souviens que je le craignais terriblement quand j'étais petite. Sa colère était extrême et imprévisible. Un instant, il était là à parler et tout allait bien, puis... Je me disais qu'en achetant une maison, la situation se redresserait, mais ça n'a rien changé. Il devenait de plus en plus obsessif. Je savais que c'était grave. Pendant mon enfance dans cette maison, j'ai entendu de nombreuses voix étranges.
C'est dans ce coin que j'ai entendu des voix de femmes. J'entendais parler, mais personne n'était là. Selon les transcriptions du témoignage de Laurie, il s'est passé de nombreuses choses étranges après leur installation dans la maison. Ces événements ont eu un impact immédiat sur la famille, sur le mari de Laurie en particulier. Je me souviens encore des sautes d'humeur de mon père. Ses yeux devenaient tout sombres. C'était terrifiant. J'ai commencé à comprendre assez rapidement que quelque chose ne tournait pas rond. On n'avait pas le droit de fermer les portes. Son prétexte initial, c'était qu'il enlevait les portes pour les restaurer, mais il ne les a jamais replacées. Mon père était paranoïaque. Il avait l'impression qu'on agissait dans son dos. Il en faisait une obsession. Il ne supportait pas qu'on soit dans une pièce avec la porte fermée. C'était insensé. Je n'y comprenais rien. À ce moment-là, j'aurais préféré avoir affaire à des phénomènes paranormaux plutôt qu'à mon mari. Parfois, il perdait complètement le contrôle et l'activité surnaturelle dans la maison augmentait vraiment. Son instabilité, c'était comme mettre de l'huile sur le feu. Il y avait sûrement une corrélation car plus mon père exprimait sa rage, plus la maison semblait hantée. Quand il y a une énergie très négative, comme quand quelqu'un est furieux, ça peut éveiller un écho chez un esprit en colère qui est là. C'est comme si les deux énergies se confondent en fait. L'activité a toujours été plus importante dans une partie de la maison, sur les 3 étages. C'est dans ce coin, juste là. J'entendais des bruits, les assiettes et les tasses s'entrechoquaient, c'était bruyant. Ça me perturbait vraiment d'entendre tout ça sans en connaître la cause. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette maison, ma maison de rêve, était hantée. La première chambre que j'ai eue toute petite était la pire. C'était horrible. C'était ma chambre pendant ma petite enfance. Il y avait de l'activité à glacer le sang ici. C'était terrifiant. J'entendais des bruits de pas près de mon lit. J'avais tellement peur que j'en tremblais. J'étais tétanisée. Je n'arrivais pas à cligner des yeux ou respirer. Mais il n'y avait rien. Je n'ai jamais cru bon de dire à un enfant que ce n'est qu'un cauchemar. Je trouvais ça étrange. Je savais que ce n'était pas normal. Selon moi, les enfants viennent d'arriver de l'au-delà et s'en éloignent au fil du temps. C'est pour ça que les jeunes enfants sont si sensibles aux phénomènes paranormaux dans leur environnement. J'ai tendance à croire que leurs expériences sont réelles. Il fallait que je comprenne ce qui se passait.
J'ai donc décidé d'aller consulter les archives de la ville pour en apprendre davantage. J'ai consulté les registres et j'ai appris que la maison avait été construite en 1856. J'ai aussi découvert que dans notre quartier, les familles avaient presque tout un lien avec la maison. Beaucoup de gens y avaient été pour des funérailles ou des noces. Les événements qui sont très chargés émotionnellement peuvent laisser leur marque dans un endroit. Par exemple, l'esprit d'un défunt pourrait vouloir retourner sur le lieu de son mariage. L'endroit lui est significatif. C'est pareil pour les endroits de funérailles. Le chagrin s'imprègne dans le lieu. Les esprits ont parfois besoin de revisiter ces souvenirs. Quand un lieu est hanté, il faut se demander qui aurait besoin d'y retourner, qui est profondément lié à cet endroit. J'ai entendu un bruit à l'étage, puis j'ai entendu une voix. Ces gars-là préparent un gros coup, mais je sais pas quoi. On dirait qu'ils préparent une invasion. Je ferai cette infiltration. Et vous le regretterez. Le plus dur, c'est de garder le secret. À quoi tu joues? T'es une police? Oui ou non? On est du FBI. Check et mat. C'est de bonne guerre. Votre cinéma, jeudi et samedi, 22h, à Canal D. C'était juste là, au sommet de l'escalier. C'est là qu'elle était. Cette femme m'a bien fait comprendre qu'elle ne voulait pas que je monte. C'est complètement surréaliste de voir une telle apparition. Le temps semble s'arrêter. Le message que j'ai entendu dans ma tête, c'est « Ne monte pas ». Cette femme était territoriale. Elle était en colère et voulait m'intimider. Elle voulait que je sache qu'elle était là. Je me suis fâchée. C'était inacceptable. Mon enfant était là-haut. J'allais protéger ma fille. Personne n'a le droit de me séparer de ma fille. J'ai continué d'avancer et je suis passée là où j'ai vu l'apparition. L'instinct maternel est plus fort que tout, non? Comme enfant, je vivais dans la peur. Il y avait une entité qui nous hantait et je ne savais jamais quand elle se manifesterait. J'avais l'impression qu'elle était toujours là, qu'elle était liée à la maison. Laurie a consulté de vieilles photos qui appartenaient à ses voisins. Et elle est tombée sur une photo d'une femme qu'elle reconnaissait. C'était la même femme qu'elle avait vue dans sa maison. J'ai découvert qui elle était. C'était une ancienne propriétaire de ma maison. C'est son fantôme que j'ai vu au sommet de l'escalier. C'est un fait crucial, parce que l'esprit de l'ancienne propriétaire habitait peut-être encore la maison comme si elle lui appartenait. Quand des gens emménagent chez quelqu'un, c'est très envahissant. On se demande qui sont ces étrangers qui s'imposent, et on peut vouloir les chasser. Ma mère a tout fait pour me rassurer.
Elle me disait que la femme ne me voulait pas de mal et qu'elle ne s'en prendrait pas à moi. Et ma mère m'a dit qu'elle trouverait le moyen de régler le problème. Je savais qu'il fallait que je me débarrasse de ce fantôme une fois pour toutes. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé une méthode ancestrale. J'ai visualisé l'esprit qui montait là où il le fallait pour guérir. Elle a pu franchir les portes vers l'au-delà. Et je crois que cette femme a trouvé la paix. Et on a trouvé la paix du même coup, pendant un moment. Je suis très contente que cette cérémonie ait porté ses fruits, que Laurie et sa famille aient pu se détacher de cet esprit et enfin jouir d'un espace de vie harmonieux. Sur le plan spirituel du moins, il était enfin temps pour Laurie de trouver le moyen de se protéger de son mari violent. J'essayais de lui parler calmement du fait qu'on était tous les deux malheureux et qu'on se devait de travailler sur nous-mêmes, séparément. Je me souviens qu'il s'emparait de tous nos effets personnels qu'il trouvait pour les brûler dehors. Il adorait le feu. J'ai toujours eu l'impression que ce serait la cause de notre mort, qu'on brûlerait tous les deux dans un feu. Je vivais un enfer et ma santé se dégradait. Un jour, quand il était au travail, on a pris les chiens et on est parti. Dans l'entente de divorce, la maison revenait à ma mère. Et quelques mois après notre départ, mon père a accepté de quitter la résidence pour que ma mère et moi, on puisse s'y installer de nouveau. On a mené une vie plutôt calme après ça. Puis, un jour, j'ai reçu un message m'annonçant que Freddy était hospitalisé, qu'il était mourant et qu'on pouvait aller lui faire nos adieux si on le souhaitait. J'y suis allée avec ma fille ce soir-là. L'expérience a été terrifiante. On avait l'impression que, comme un monstre, il allait ouvrir les yeux et se lever d'un bond. On lui a tout de même dit adieu. On lui a dit qu'on le laissait partir sans ressentiment, qu'il en revenait à lui d'affronter ses démons et de partir dans l'amour et la paix. Environ une semaine plus tard, les médecins l'ont débranché. C'est à ce moment-là que le cas si complexe de Laurie Kinraid a pris un tournant terrifiant. Les mardis, tous les dangers sont possibles. Je n'avais jamais vu ça. Ça s'est passé tellement vite, j'ai crié. On n'avait aucune certitude qu'elle allait survivre. Il fallait sortir de là à tout prix. Oh non! On craignait pour notre vie. Les mardis catastrophes, dès 20h, à Canal D. On entendait des bruits de pas imposants. On sentait une énergie chargée de colère. Ça donnait l'impression que l'être cherchait à se battre. Le bruit me rappelait mon mari, quand il faisait les 100 pas avant de faire une crise de rage. C'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était au tour de Freddy de hanter la maison. Et il voulait se venger. J'étais la cible de mon mari violent. J'étais plus terrifiée que jamais. L'ex-mari de Laurie devait être furieux que Laurie et sa fille aient pu lui échapper lorsqu'il était vivant. Dans l'après-vie, il cherchait probablement à se venger de leur affront.
Il était convaincu que j'étais la seule responsable de l'éclatement de notre famille. Il m'a déjà dit qu'il allait me tuer. Ça ne me surprend pas que, même dans la mort, il n'ait pas voulu lâcher prise. Un soir, j'étais à l'étage et j'ai décidé de purifier la maison. Ça m'a terrifiée. Le danger était réel. Des meubles étaient projetés dans les airs. C'était violent. L'esprit était donc très puissant. Son comportement était agressif. Et il cherchait à faire du mal. Rien d'autre, et personne d'autre n'aurait pu être aussi violent. Ça ressemblait trop à ce qu'il nous a fait subir durant sa vie. Quand mon père est mort, j'ai apporté ses cendres à la maison. Il n'y avait pas d'autre endroit où les laisser, alors on a choisi de les garder ici. Cela dit, ma mère et moi, on se sentait perturbés quand on était près des cendres. On était toujours mal à l'aise. L'activité dans la maison augmentait considérablement. L'agitation y était de plus en plus constante et ça inquiétait ma mère terriblement. Elle a fini par m'envoyer un message pour me dire qu'il fallait qu'on sorte ces cendres de là. Je sentais que je devais me débarrasser de cette énergie si menaçante. On a trouvé un endroit au lac Huron. Je lui ai fait mes adieux une seconde fois et je l'ai libéré. Je crois que ce geste de Laurie et Brian a servi de conclusion. En vidant ses cendres dans le lac, elle disait au monde des esprits, et à Freddy en particulier, qu'ils n'avaient aucun pouvoir sur elle et qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans la maison. En somme, elles ont coupé les ponts spirituels avec le royaume des esprits et donc Freddy, qui a alors été banni de leur vie. La seule explication que j'ai de son désir de vengeance, c'est qu'il m'en voulait encore d'avoir réussi à le fuir. Je me suis séparée de lui et je suis partie avec ma fille. C'est la première fois que j'en parle ouvertement. Je n'en ai jamais parlé à ma famille. Il a caché beaucoup de choses pendant sa vie. Il ne se dévoilait jamais et ne laissait personne s'approcher de nous. Je veux que ça se sache. Je ne garderai plus de secrets. On lui a échappé. C'est tout ce qui compte, en fait. On lui a échappé. Quand j'avais 12 ans, ma famille a emménagé dans une nouvelle maison à Menifee, au sud de Los Angeles. À cette époque, c'était un nouvel ensemble urbain. Ce n'était pas encore une ville. C'était un quartier isolé. Mais j'étais content, parce que je trouvais ça paisible. Et j'ai vite noué de nouvelles amitiés. Un jour, la paix que j'appréciais tant a disparu. Mon père était policier à l'époque. Son travail l'obligeait à affronter les criminels les plus dangereux des États-Unis. Compte tenu de sa profession,
Mon père trouvait que c'était risqué pour les membres de notre famille de faire des sorties. Alors, ce qu'une famille normale ferait, comme manger au restaurant, on devait sortir de la ville pour le faire. J'ai grandi en pensant que c'était normal de faire une vingtaine de minutes de route, rien que pour manger un burger en famille. Ça ne me choquait pas jusqu'à ce que j'apprenne pourquoi. J'ai appris que des gens méchants se cachent dans des endroits comme celui-ci. Mon père était une cible à cause de son travail. Il ne nous a jamais parlé de son travail. Il préférait garder ça pour lui. Sa priorité, c'était d'assurer notre sécurité. Mais quand on est enfant, on est très curieux. Je voulais savoir ce qu'il faisait. Ça m'aurait servi d'être moins curieux. Richard, première prise, prêt. À première vue, le cas de Clyde ne semblait pas convaincant. Puis j'ai poussé mes recherches plus loin et j'ai compris que l'histoire était plus complexe. J'ai traité de nombreux cas, et ce n'est pas typique d'une maison hantée. Un soir, mes parents étaient sortis et je jouais avec mon petit frère. On était rarement seuls à la maison. Mes parents avaient dû s'occuper d'une urgence familiale à l'extérieur de la Californie. On en a profité, on s'est amusé à jouer toute la nuit et à manger tout ce qu'on nous interdisait. On a fait tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire. On aurait dit une voix d'adulte, une voix d'homme. Je ne sais pas ce qu'il a dit, je n'ai pas compris les mots, mais ça m'a fait peur. J'avais l'impression que quelqu'un tentait de nous effrayer. Cette personne criait « Hé !» pour attirer notre attention. Ça a marché, on était captivés. Clyde et son frère étaient assez jeunes à l'époque. De nombreuses explications sont possibles. Quand un enfant est seul à la maison, tous les petits craquements, tous les petits bruits peuvent faire peur. Les enfants ont tendance à dramatiser et à inventer des histoires. Je croyais que quelqu'un était entré par effraction. J'ai tout de suite su que j'étais en danger. J'étais seul à la maison, avec mon petit frère, Malcolm. Il n'y avait personne d'autre. Quand on enquête sur un phénomène paranormal, il faut considérer les faits. Il faut pouvoir éliminer les causes rationnelles de cet événement. Clyde était dans un quartier où le taux de criminalité était élevé. De nombreuses circonstances favorisaient ce genre d'incident. Comme policier, le père de Clyde participait à la lutte contre le crime organisé. Il avait affaire à des gens particulièrement cruels. Il les arrêtait et les emprisonnait. Il faut penser à l'hypothèse qu'il s'agissait d'un criminel violent et revanchard en chair et en os. Une personne capable de tuer qui voulait du mal à un policier et ses enfants. Je n'ai rien vu dans la maison. Je sentais une présence, par contre. There's no one there. J'avais peur que quelqu'un soit là et que je n'arrive pas à me protéger. C'était comme si quelqu'un avait claqué les volets dans un élan de colère. Le récit de Clyde est passé d'enfants qui s'inventent des peurs à des manifestations physiques indéniables, comme des volets intérieurs massifs qui claquent. Les volets se sont fermés et on a tout lâché.
On se demandait ce qui venait de se passer. Personne n'était près de la fenêtre. Ça prend de la force physique pour fermer un volet si violemment. Ça prend beaucoup d'énergie pour que ça se produise. Y avait-il un être surnaturel qui tentait d'intimider et d'effrayer ces deux enfants? L'être savait qu'ils étaient seuls à la maison. J'ai pris la fuite avec mon frère chez le voisin, qui était censé veiller sur nous. On priait pour qu'il soit là. Menifee était une ville très récente et elle était bordée de villes très dangereuses. Des criminels avaient commencé à s'aventurer dans notre quartier. Ils commettaient des vols dans des véhicules et dans des maisons. Les gens se sentaient menacés. Ils se demandaient si le danger persisterait. Ce serait logique de penser qu'une des personnes que le père de Clyde avait arrêtées, ou un membre de sa famille, avait trouvé son adresse et cherché à se venger. Quand on a dit à notre voisin qu'il y avait un intrus chez nous, il nous a cru. Il nous a dit de rester chez lui. Il a pris son fusil de chasse et il est allé inspecter notre maison. Il est allé voir à l'étage, puis il a fait le tour du rez-de-chaussée, de la cour arrière et du garage. Il nous a dit qu'il n'y avait personne chez nous et que comme mon frère et moi on était fatigués, on avait dû l'imaginer. On savait qu'on avait entendu quelqu'un. Il y a peut-être eu une entrée par effraction chez Clyde, mais rien n'a été volé, personne n'a été blessé et aucun intrus n'a été vu. Le malfaiteur serait aussi parti sans laisser de traces de son passage. Ça me porte à croire qu'il ne s'agissait pas d'une personne vivante, mais d'un phénomène paranormal. Après quelques jours, j'ai fini par conclure qu'il n'y avait pas de danger, que personne ne me voulait de mal et que je pouvais me détendre. Puis, j'ai entendu des bruits de pas sur le toit au-dessus de ma chambre. Des esprits maléfiques sont revenus les hanter. Et des enquêteurs du paranormal commentent leurs témoignages terrifiants. Quelqu'un marchait sur le toit de ma maison. Et j'ai figé. Mon père n'était pas encore rentré. J'ai entendu des bruits de pas sur le toit au-dessus de ma chambre. Ça m'a terrifié. Quand mon père est arrivé, une odeur épouvantablement âcre a envahi la maison. L'odeur était infecte et prenante, et elle provenait de mon père. Il revenait de la morgue. Il ne nous a pas regardés dans les yeux, il semblait distrait. On ne savait pas ce qui se passait. À cause de son métier, il a vu des choses qui n'auraient jamais dû se produire. Il a vu des femmes et des enfants violentés. Et il a vu d'innombrables membres de gangs de rue s'entretuer. Il se forçait à rentrer à la maison tout souriant pour nous prouver que son travail ne le minait pas. Ce soir-là, c'était évident que la journée avait été dure. Le père de Clyde avait un métier très stressant. Il avait subi de nombreux traumatismes. Ses journées étaient chargées émotionnellement. C'est sûr que le père de Clyde en a subi des séquelles. Le reste de la famille aussi. Peut-être que les épreuves et difficultés liées au rôle de policier du père de Clyde y étaient pour quelque chose. Toutes les émotions douloureuses qu'il ressentait au quotidien ont pu attirer une force maléfique qui voulait profiter de sa souffrance. J'ai dit à ma mère que j'avais entendu des pas sur le toit.
Selon elle, je faisais du cinéma. Elle m'a dit d'arrêter de regarder des films d'horreur. Que j'inventais tout et que rien d'étrange ne se passait. Je lui ai dit que je me sentais menacé. Plus les phénomènes se produisaient, moins ils suivaient la logique du monde tangible. C'était clair pour Clyde qu'il se passait quelque chose de très grave. Les enfants sont encore très près du royaume des esprits. Et ils sont vulnérables. Clyde sentait la menace. Il sentait une présence dans sa chambre, dans son espace. C'est à prendre au sérieux. Avant d'emménager dans la maison, on a eu la chance d'assister à sa construction. On a visité le chantier souvent. Au début, il n'y avait que des tas de terre partout. Et ma mère nous avait dit que le site entier reposait sur un ancien cimetière. Notre rue au complet. Selon la mère de Clyde, le quartier a été construit sur un cimetière sacré autochtone qui est gigantesque. Clyde a proposé une explication très convaincante. Moreno Valley, c'est la terre de la bande Pichanga depuis des millénaires. Il faut que les gens comprennent que les cimetières autochtones sont des lieux sacrés. Comme tout autre cimetière, ce sont des lieux de dernier repos. Pouvez-vous imaginer de construire une maison sur des restes humains des membres d'une famille? Absolument pas. Alors c'est logique de croire que si leur maison a été construite sur un cimetière, les esprits ont pu le voir comme un manque de respect et se mettre en colère. J'avais la constante impression d'être épié. J'ai commencé à penser que c'était peut-être lié au cimetière sur lequel ma maison avait été construite. L'idée me terrifiait. J'imaginais des fantômes partout autour de la maison et dans la maison. J'avais très peur. Comme il y avait un cimetière autochtone, on serait porté à croire que les esprits s'en seraient pris à la famille entière. Mais c'est Clyde qui était visé. À mon avis, il y avait une raison plus personnelle. Je sentais qu'on me fixait du regard. J'avais la chair de poule de la tête aux pieds. J'étais totalement terrifié. Dans l'immensité du monde, les enjeux sont nombreux. Pour tout comprendre, DocuD, mercredi 21h, à Canal D. J'avais l'impression qu'on me voulait du mal et que l'esprit était prêt à tout pour y arriver. J'étais dans mon lit. Et là, dans le coin, j'ai vu une silhouette debout. L'image était floue, mais je sentais qu'on me fixait du regard. J'étais totalement terrifié. J'avais déjà eu peur. Mais jamais à ce point. Je tremblais de peur.
L'être est revenu à de nombreuses reprises. Qu'est-ce que c'était? D'où est-ce que ça provenait? Qu'est-ce qu'on me voulait? Ce phénomène étrange qui perturbait Clyde s'est d'abord produit une fois de façon isolée. Mais au fil du temps, les événements se sont multipliés jusqu'à se produire toutes les nuits. Il était ciblé comme un chasseur qui vise sa proie. J'essayais de voir le visage de cette apparition, mais il restait trop flou pour pouvoir le décrire à quiconque. Quand on aperçoit un revenant, son apparence peut parfois révéler les circonstances de sa mort ou les raisons pour lesquelles il hante l'endroit. Quand j'ai compris que je ne pouvais pas voir son visage, je me rappelle avoir pensé à l'appareil photo de mon père. Mon père prenait des photos d'éléments de preuve en prévision de ses témoignages en cours. Un jour, j'ai cédé à ma curiosité. J'ai fouillé dans le menu pour trouver la dernière photo qui avait été prise. L'image était épouvantable. Quelqu'un s'était suicidé à l'aide d'un fusil de chasse. J'ai tout de suite saisi le lien. Mon père était sur le point d'arrêter l'individu, et je crois qu'il s'est senti obligé de se suicider à cause de mon père. Il cherchait donc à se venger. On a recueilli les données et on a analysé les éléments de preuve et il y a une conclusion qui prévaut. C'est que cette victime s'est sentie acculée au pied du mur. Le père de Clyde allait l'arrêter et ça l'avait poussé à s'enlever la vie. Son monde entier s'est écroulé. Après sa mort, l'homme tenait encore à ce que le père de Clyde en paie le prix. Il n'a pas visé le policier lui-même. Il a visé la personne qu'il chérissait le plus, son fils. Il était vulnérable et impressionnable comme il était enfant. Il était la cible parfaite d'une histoire de vengeance. Cet être m'a hanté à partir de mes 13 ans, jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Quand je suis allé vivre ailleurs. Je ne l'ai plus jamais revu. Encore aujourd'hui, j'ai peur du noir. J'ai appris qu'on en a encore beaucoup à apprendre sur la vie et que l'on comprend encore très peu la mort. Quand une personne est méchante dans la vie, elle ne sera pas forcément gentille après la mort. Parfois, les gens restent méchants.